on ne vit pas à part de la monde et de l'environnement. Donc notre bouffe, notre nourriture, fait partie de notre physiologie. Et donc le kapha, il a besoin de consommer davantage un peu de nourriture irritante. Ça brûle, ça stimule, ça lui anime, ça lui... Et les intestins dégagent un peu plus de motilité grâce à ça. Et si tu manges que lourd, long, frais, doux, donc tu manges que doux, et tu es kapha, ton kapha accumule. Il n'est pas équilibré. Il faut que tu manges surtout du piquant, amer, astringent. Astringent, c'est quoi? Astringent, c'est un vécu dans la bouche, d'abord. Okay? Le vécu dans la bouche de l'astringent, c'est âpre. Ouais. Ça absorbe la salive. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les substances qui contiennent des tanins, les tanins, c'est un groupe de molécules qui il enlève ou il modifie une forme de protéine dans la salive qui fait que la salive ne glisse plus. Et donc, c'est comme si ça absorbe l'eau et le liquide. Astringent, argile. Café, artichaut, les choux, les légumineuses, légèrement astringents, banane non mûre, kaki, une châtaigne. On lève l'enveloppe, le premier coq, il y a une sorte de truc poileux. Et là, alors, c'est quoi l'effet de l'astringent? Ça rend sèche la bouche et tu ne peux pas avaler. Ouais. Si il est de façon grossière, puissante, astringent, flagrant, tu as du mal à avaler parce que pour avaler, il faut de la salive. Donc ça frotte, ça coince. Donc il est composé du vent, mouvement, et de terre dans le côté ayurvédique énergétique. Donc ça fait une sorte de contraction et ça maintient, ça sert. Un petit peu d'astringent est important parce que cette action, ça aide à tonifier les tissus conjonctifs, les intestins, le col de l'utérus, le bassin, tous les tissus conjonctifs, la tonicité des muscles, cette petite astringent. Et c'est une saveur anti-vieillissement. Donc l'homme a besoin de tous ces saveurs car il a un goût pour ces saveurs. Savez-vous que les dauphins n'ont pas de goût pour le sel? Parce qu'ils ne goûtent pas. Il n'y a aucune expérience dans leur conscience, selon notre estimation. Savez-vous que les chats n'ont aucun vécu de sucré? Tu donnes de l'eau et de l'eau sucrée, ils ne peuvent pas dire la différence. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin. Ils ne sont pas faits pour manger les fruits, les sucres. Attention, les sucres dans des nourritures. Nous, on mange de tout et on a développé cette capacité. C'est un singe hyper sophistiqué qui a réussi à vivre partout dans le monde, qui a développé et approprié de plus en plus d'aliments, de catégories d'aliments, grâce à des méthodes de transformation, mais malgré ça. Et donc, il a cette vécu. Alors, si vous êtes conscient à l'écoute de votre corps, de vos sensations, vous pouvez aussi comprendre vos besoins alimentaires en écoutant à votre sensibilité des saveurs. Si je suis, c'est un peu subtil à comprendre,
Mais si je suis moins sensible, mettons, à l'acide, je peux en consommer plus avant que la sensibilité est déclenchée. Ah, acide, trop acide. Si je suis moins sensible en ce moment au sel, j'aurai besoin plus de sel avant que je dise ça suffit. Parce que en fait, il ne faut jamais trop ou trop peu. C'est une question d'avoir la juste quantité. Yeah. Et donc, votre langue est intelligente. Mais pour que cette intelligence fonctionne, il faut être présent, assise, tranquille, et puis à l'écoute. Donc, il se peut que vous êtes perturbé, que quelque chose est cassé chez vous, que le mécanisme d'intelligence biologique qui fait fonctionner tout ça, il est perturbé. C'est possible que vous avez des problèmes neurologiques ou hormonaux. OK? Et donc, vous avez plus de goût, vous avez mauvais goût perversionné. C'est possible. Mais la plupart de vous, probablement, ne sont pas dans cet état. Et donc, vous pouvez écouter à votre sensibilité. Si quelqu'un dit « Berk, mais maman, berk, le brocoli, c'est dégueulasse, c'est berk !» Et c'est probablement parce que cet enfant, il est très sensible à l'amertume. Et tu lui dis, d'abord, les enfants doivent manger moins de saveur et plus de doux. Au début, après, petit à petit. Alors, il y a aussi une culture, un conditionnement. Et je peux dire dans un autre instant que l'homme aujourd'hui s'habitue davantage et trop avec ses premiers toits et pas assez avec ça. Donc ne dis pas que les enfants ne doivent pas manger des légumes parce que les légumes sont assez ou plus souvent un peu piquants, amers et astringents. Non. Mais c'est normal que les enfants, par rapport aux adultes, apprécient moins les saveurs piquants, amers et astringents. Et tu peux les conditionner autrement. Voilà. Paradoxe. Donc, pour finir, chaque dosha a une affinité pour différentes catégories de nourriture vis-à-vis le profil de ces aliments, vis-à-vis leur composition de macronutriments, de micronutriments, ce qui fait qu'ils ont un effet sur votre anatomie, physiologie, métabolisme, et même votre esprit. Donc, le saveur doux, ça produit quoi comme émotion? La satisfaction. Satisfaction. Plaisir. Primaire. Réconfort. Amour. OK. Acide, salé, un peu plus lié à quelque chose un peu stimulé, un peu de désir d'envie. Piquant, c'est plutôt un fort état de ouverture, de stimulation, d'activation. Amertume, séparation, dégoûtement, détachement, émotionnellement, peur. Astringent, c'est similaire à l'amertume. Il y a le chagrin. Est-ce que je trompe peut-être entre amer et astringent? Peut-être astringent, c'est la peur et amertume, c'est le chagrin. Parce que l'amertume, c'est la séparation, la perte. Donc, il y a un effet. Et comme j'ai dit pour l'exemple de Kappa, les intestins de Kappa, qu'ils ont besoin d'être un peu irrités, psychologiquement, si vous êtes davantage vata, rappelons-vous les qualités des doshas, si vous êtes davantage vata, vous êtes psychologiquement un peu amer et astringent, un peu vide, un peu triste, un peu sec.
Et pour compenser cet état, un peu dans le doute et la peur et le mouvement, et pour équilibrer, il vous faut davantage un profil des saveurs qui récompense, qui compense, qui est l'opposé. Donc il faut un peu donner cet réconfortement, cet amour, cette abondance, et puis un peu cet désir et envie qui est à la fois feu et à la fois ancré. You know? Si vous êtes du pitta, vous êtes un peu piquant, acide et salé, déjà. Le pitta dosha, c'est les sucs digestifs, l'acide chlorhydrique, la bile, les enzymes digestifs chauffantes, le sang. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que dans le relationnel à l'autre, une personne extérieure peut nous apporter une saveur qui nous manque dans notre alimentation, qu'on n'arrive pas forcément à mettre pour être en équilibre? Ouais. Ouais, tout à fait. Une saveur qui manque, un goût qui manque dans mon alimentation, ça veut dire que je vais devenir perturbé quelque part et on manque de quelque chose et on excès de quelque chose d'autre. Et c'est possible que je cherche à combler ça par un autre aspect de l'énergie, une forme d'énergie plus subtile par rapport au grossier. Et donc, si vous êtes pitta de nature, vous avez déjà beaucoup de chaleur, de légèreté, moyennement, un peu huileux. Vous êtes surtout chaud et donc les saveurs liées, c'est piquant, acide, salé. Donc vous devrez diminuer un peu ou limiter et prendre à la fois une saveur qui est nourrissante parce que vous avez ce côté léger du feu, mais aussi des saveurs légers qui sont équilibrants pour le côté haut. Et surtout, c'est des trois saveurs frais qui diminuent pitta, moins pitta, moins pitta, moins pitta. Et donc maintenant, quand on cherche, pour kapha, c'est la dernière pour kapha. Kapha, il est de nature lourd, frais et gras. Donc il est plutôt doux, sucré, acide et salé de goût. Et donc il a besoin des saveurs opposées. Donc c'est là. Les saveurs, les mauvaises saveurs, les saveurs réduisantes, plus purificateurs. Ce sont des saveurs anaboliques, ce sont des saveurs cataboliques. Tout le monde a besoin des 6, mais le profil varie selon le moment, projet, et puis votre constitution. Et donc, ça peut évoluer au cours de la vie, outre l'âge. oui. L'âge influence l'état de mes doshas et la composition de mon corps. L'équilibre. Oui. Donc, le projet change par rapport à l'âge. Mais il y a toujours un thème de base qui influence largement votre façon de manger. Okay? Donc, tu vois, par exemple, les oléagineux, ils sont doux au niveau du goût. Par contre, même s'ils sont doux, ils sont aussi, ils ont une énergie chauffante. Et donc, en Ayurveda, on n'a pas que des goûts qui définissent les aliments, on a aussi un effet thermique et un effet post-digestif. Et donc, le goût, c'est la première rencontre avec un aliment. Et après, il y a d'autres effets qui énoncent plus loin. Finalement, un aliment, ce n'est pas juste une molécule, d'accord? Il est complexe. Donc, les oléagineux, ils sont lourds et chauds et huileux. Parfait pour Vata. Donc, V est très, très grande ici. Comme c'est chaud, ça peut aggraver Pitta, donc ce n'est pas super équilibré. Et comme c'est aussi vraiment lourd et gras, ça aggrave Kapha. Donc on a moins de pertinence pour ces constitutions. Ouais. Et c'est pareil pour les autres, on fait le calcul. Et donc c'est fait pour vous en Ayurveda, et vous pouvez apprendre que même si vous allez manger, mettons, méditerranéenne, parce que c'est la région, hein, c'est le patrimoine génétique, il faut peut-être jouer un peu sur les proportions des macro-ingrédients en connaissance de votre constitution. Et ça, c'est un peu, ça fait une partie de la nutrition. Donc,
ça c'est l'introduction à la nutrition ayurvédique que j'avais envie de donner. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur tout ça? J'ai une question. Si naturellement on a une attirance vers le salé, le gras, etc., est-ce que ça définit pour autant notre profil? C'est une indication de votre profil, oui. Ou est-ce qu'il se peut très bien qu'on n'ait pas été dans la bonne direction? Si par exemple, parce qu'en fait, tout est dans les mots que tu utilises. Je dis, si naturellement j'ai l'envie de salé et gras, par exemple. Bon, salé, c'est un goût qui diminue uniquement vata, et huileur gras, c'est une qualité qui diminue davantage vata. Donc, ça veut dire que si c'est un désir sain à l'issue d'un corps équilibré, donc naturel, c'est un signe que tu as vata dans ta nature. Si à vie et en dehors des signes de maladie et de déséquilibre, si tu n'es pas déséquilibré, tu es en équilibre. D'accord? Donc, si tu as un désir de ces saveurs, probablement, c'est parce que tu as vata dans ta nature. Par contre, il y a le phénomène de conditionnement. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous eu un vécu quelque part d'une culture culinaire. Vous en France, moins que nous en Angleterre et surtout aux États-Unis. Donc là-bas, c'est un peu plus flagrant. Mais voilà, oui. Mais instinctivement, notre cerveau, normalement, va aller vers ce qui nous manquerait, compose. Alors, ce qui nous manque. Non, au De contraire. ce qui nous manque. Non, il va aller vers là. Instinctivement, il va vouloir. Quand on est en But- équilibre. Yes. L'instinct, en fait, Pour moi, je pensais que si on était, par exemple, kappa, oui. kappa, il va vouloir instinctivement, notre cerveau, il va vouloir nous amener vers ce qui nous manque. Du salé. Correct. Non? Ouais, et en fait, il nous amène, nous sommes amenés par notre comportement fait que on se comporte correctement. À la base, c'est un animal. Et l'animal, il apprend quand même, mais il fait beaucoup à l'instinct. On est né avec une prakriti. Donc, si je suis né pitta dominante, relatif aux autres, je vais avoir plus de préférence pour les saveurs qui équilibrent ma nature, qui maintiennent en équilibre, c'est-à-dire qui gardent ce pitta, qui protègent ce pitta, qui évitent que ce pitta augmente en trop. C'est-à-dire, si je suis né avec davantage du feu, j'en ai pas besoin de procurer encore plus de feu dans mon alimentation. Donc, je vais chercher l'opposé, instinctivement, parce que c'est ça qu'il me faut. Mais Donc on le fait bien quand même, naturellement, on le fait bien. Pardon? On le fait bien naturellement. Oui, à condition que cet exemplaire, à l'issue de la nature, était fonctionnel. La nature n'est pas parfaite. C'est une proposition. Et la nature n'est pas 100% parfaite dans un sens, d'accord? C'est-à-dire, quand tu veux, tu peux toujours dire philosophiquement que tout est parfait, toujours parfait. Mais du point de vue de la... Par exemple, on pense que c'est la gène qui s'intéresse à survivre, pas l'individu. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la nature a réussi, même s'il y a des dégâts. Le hyène, le chien de l'Afrique, le hyène, on dit en français, la hyène,
à peu près 40% des mamans meurent pendant la naissance. C'est pas très, très, très bon comme statistique. Et c'est naturel. Et c'est pas à cause de pollution, c'est juste parce que la nature n'a pas réussi encore à totalement perfectionner vis-à-vis cette optique. Mais peut-être c'est ça qu'ils veulent, nature, pour cette espèce. On sait bien qu'il y a une forme d'araignée qui mange où est-ce que c'est le praying mantis, cet insecte. La mort Ouais. religieuse qui mange. Elle mange son mec après le sexe. Oui. Ça, on va dire que ça fonctionne. Donc, vis-à-vis quel individu, quel Ahamkara, en essayant de dire si c'est bien ou non. Bon, de toute façon, tu vois, s'il y a une dysfonction importante, congénitale, c'est possible qu'on est mal amené par notre instinct. Et votre instinct peut être plutôt surconditionné, vulgarisé Par les modes de vie. par le conditionnement. Et éventuellement par un déséquilibre. On va la nommer comme ça, on va mettre ce jugement dedans. Et puis par l'éducation culinaire qu'on a eue. Exactement. Et si on a un déséquilibre de quelque chose, par exemple on a un déséquilibre kappa, est-ce qu'on aura plus tendance à être attiré par des aliments, par du doux? C'est une interesting question, c'est très important. Et c'est le même champ, exactement le même champ que les autres deux questions jusque-là. Mon kappa dosha, c'est le principe anabolique, il est associé avec eau et terre, il est associé avec les qualités comme lourd, frais, long, gras, stable. Donc, si mon kappa augmente, ça veut dire que eau et terre augmentent, ça veut dire que je vais être plus dans un projet anabolique, mon corps va prendre du poids, je vais construire quelque chose, je vais soit construire le tissu plasmatique, le sang, le muscle, la graisse, la moelle, l'os, tissu reproducteur. Bref, tu peux couper le gâteau en plusieurs parties, mais tu construis plus. Et au lieu, l'énergie qui est reçue par la nourriture, au lieu de transformer ça en mouvement ou chaleur, se transforme en structure. Donc, votre kappa a subi une augmentation. Pourquoi? Une raison, c'est parce que vous avez mangé plus de calories par rapport à vos besoins. Et donc, votre corps, il a fait son travail et il stocke. Donc, tu prends du masse, surtout dans la graisse. Alors, à ce moment-là, quand ton corps commence de produire trop de kappa, il te donne une information. Il ne veut pas que tu construis trop de kappa au début. Il ne veut pas que tu accumules un excès de quoi que ce soit au début. Donc, il va te donner une information dans ton instinct, comme quoi c'est auto-équilibrant, mécanisme d'autoréglage. Donc, ton corps produit une envie qui t'amène à un comportement qui équilibre cet excès de kappa, c'est-à-dire qui réduit cet excès de kappa, qui ramène kappa dans un état équilibré. Au début. Ouais, au début. C'est-à-dire, si kappa augmente un peu, il te donne envie des choses à l'opposé de kappa, c'est-à-dire piquant, amer, astringent, mais aussi ça veut dire moins manger. Si vata augmente, espace vent, sec, léger, froide, il te donne envie de manger plus et de manger davantage doux, acide, salé et de chercher la chaleur et de moins bouger. Ça, c'est l'instinct. Quand vata s'accumule, quand il s'accumule. Par contre, une fois que les doshas subissent, si tu ignores cette information et tu te forces, ce qu'on peut dire aussi à ce moment-là, tu te conditionnes à autre chose. Tu dis à ton corps, non,
plan exécutif, il y a une bonne raison pour laquelle on continue. Et là, au bout d'un moment, il dit, mais bon, d'accord, je t'envoie plus l'information. Alors, est-ce que ça, c'est un dérèglement? Peut-être, certainement des fois, pour des cas extrêmes, mais c'est probablement aussi fonctionnel. En cas de survie, des fois, on est obligé de bouger. Après, manger. C'est plutôt à se débattre. Mais c'est vrai que on pense aujourd'hui que dans cette époque d'influence, on a trop à manger, tout le temps trop à manger. Et on peut dire que nous n'étions pas faits pour ce contexte. Et donc, ceux parmi nous, les kappas surtout, qui sont faits pour créer structure, ils ne vont jamais vraiment sentir qu'il est là, la nourriture, ben on le mange. Il le faut, parce que demain, on n'en a pas. Et kappa, c'est un outil de survie, une stratégie de survie basée sur ça, basée sur la croissance. Et donc, il était fait pour manger quand il y a à manger. Parce que son solution, c'est qu'il ne peut pas se déplacer rapidement pour trouver de nouvelles nourritures. Il ne peut pas rentrer dans des combats méchants qui ont besoin du feu et de l'intensité. Donc, il doit attendre. Et puis, il lui donne la générosité. Donc, il va protéger les autres. Viens chez moi. J'en ai la réserve. Je te protège. Mais apporte. Là, je ne mange pas. Toi, tu manges. Viens à la maison. Prendre tout ça avec une pincée de sel, c'est ce qu'on dit en anglais. Like, attention, le charisme, c'est très infectieux. Moi, j'adore ce sujet. J'essaie d'avoir une approche adaptée à l'époque, pas trop dogmatique, pas trop fidèle à la pureté de l'Ayurveda, à la fois à la côté un peu. Il a quand même venu d'une culture très vieille, une culture aussi très spirituelle, religieuse. L'hindouisme était beaucoup dedans. J'essaie de vous montrer que l'Ayurveda peut être quelque chose d'utile, mais il faut l'expérimenter. Et il y a d'autres solutions. Donc, soit l'Ayurveda, soit une autre approche, il y a d'autres approches. C'est quand même une approche très, très logique, je trouve. Et j'essaie de comprendre l'Ayurveda à travers des yeux de l'époque. Je ne suis pas formé en médecine ni biochimie, mais j'étudie beaucoup. J'ai appris à étudier à la fac. J'ai un doctorat en électronique, bizarrement. Mais j'ai compris, voilà les schémas peut-être, mais j'ai compris qu'on peut étudier et comment étudier. Et on peut... j'ai appris la méthode scientifique pendant mon doctorat. Donc, je comprends cette approche aussi scientifique. Je sais pourquoi l'Ayurveda, il est parfois mal vu, parce qu'on l'enseigne d'une certaine façon. J'essaie d'enseigner d'une façon compatible à l'époque. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, par rapport au schéma, là, donc, si je dois prendre l'exemple d'un pitta, qui est chaud, donc il ne faut pas qu'il aille sur du chaud, il faut qu'il aille sur autre chose. Ouais. Par rapport donc, non, c'est par rapport à ton triangle où il y a des différents aliments. Ouais. Il faut que j'aille chercher quoi? Donc quand tu mets un grand K, pour les légumes, tu as mis un grand K. C'est pour kappa. C'est pour kappa, mais c'est parce que c'est bon pour kappa? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et les petits, c'est moins bon alors. Oui, Voilà. exactement. Donc le pitta, il faut qu'il aille chercher Mais... pas trop. Mais les fruits. Ouais. En fait, pitta a besoin à la base des fruits, des légumes et des céréales, des féculents en modération. Okay? Il faut qu'il prenne un peu moins des oléagineux. Il peut prendre aussi des... Légumineuses, merci, excusez-moi, pour ceux qui voient ça sur YouTube. J'ai dit un grand mot. Légumineuses, voilà. C'est quand même assez bon pour les pitta et les kappa.
Produits laitiers, si ça rentre dans votre patrimoine génétique, c'est très bon pour Peter, parce que c'est doux, c'est frais, c'est anabolique, c'est nourrissant. Peter tend un peu vers les jetés. Tout ce qui est cher, ça dépend de la variété, mais la viande et les poissons, poulet, volaille, viande, poisson, possèdent une potentiel d'aggraver le sang un peu plus facilement que chez les autres constitutions des pitta. Donc, c'est un élément lié à pitta. Ça peut être trop chauffant aussi. Donc, ça aggrave pitta plus facilement que vata. Vata a besoin davantage. Par contre, c'est possible de développer l'adaptation de jamais manger la chair d'un animal. C'est possible de développer cette adaptation. À argumenter, est-ce que c'est possible de faire ça pendant une seule vie si vous avez l'habitude de manger beaucoup? Je suis mitigé par rapport à la réponse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'arriveront pas à produire l'animal plus sainement, éthiquement et économiquement par rapport à l'environnement, c'est un gros problème. Et on a tous vu les documentaires sur le coût, l'empreinte du carbone, etc. Donc, moi, je conseille à tout le monde de réduire le produit animal et de surveiller votre état. Et être à la fois à l'écoute et à la fois faire des bilans. Et le petit triangle du haut, c'est quoi? Ouais, c'est des épices, des aromates et des plantes médicinales. Donc, les épices et les aromates sont davantage piquants, amers, astringents, davantage. Donc, c'est plus adapté à kapha et un peu moins aux autres. Alors, nulle part, il y a une omission d'un dosha. Tout le monde a besoin de manger varié. Et en dehors de certains cas, en dehors de certaines exceptions vis-à-vis, encore une fois, habitude, patrimoine génétique, l'homme doit manger une variété de nourriture. Là où on doit faire plus de recherche et expérimenter plus sagement et en urgence, c'est avec les produits animaux. Parce que c'est plus coûteux pour l'environnement. Et puis, aussi une question d'éthique qui est importante. Et après, la question du bio, Alex, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Le bio ici, qualité de nourriture. Donc, le bio, pour avoir une réponse simple et rapide, le bio est meilleur. Parce que généralement, il est produit avec plus de respect pour la terre, pour l'environnement, plus de respect pour la culture, la société autour de cette culture même, tu vois, c'est plus éthique et généralement plus saine parce qu'il y a moins d'utilisation d'agrochimie, etc. Toi, tu fais encore confiance au bio. En fait, c'est parce que c'est par rapport à tout ce qu'on entend, tu vois. Bon, tu entends que c'est corrompu, tu entends que... Ouais, mais c'est vrai pour tout dans la vie. Donc, il y a... Parce qu'il y a 30% de corruption, ça ne veut dire pas on jette tout dans la poubelle. Mais oui, il faut lutter contre la corruption. C'est pareil pour la médecine allopathique, c'est pareil pour le Big Pharma, la grande pharmaceutique. Il n'est pas entièrement malsain. Grâce à cet aspect de notre société, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont à l'issue de ça. Après, ils ont une grande tâche karmique sur leur compte, quand même. N'est-ce pas? Mais, contraception féminine, la pilule, c'est allopathie. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord et content que ça existe ou non? Peut-être il y a un débat, mais probablement la majorité des femmes aujourd'hui en Occident sont contentes que ça existe la pilule.
on est content que ça existe, la pénicilline, les antibiotiques. C'était un succès fou. On a abusé, maintenant c'est un problème, mais c'est quand même hyper chouette comme champ thérapeutique. Et donc, plus que la médecine devient douée, pointue, mieux c'est quelque part, et en même temps, ça nous permettra d'être plus éloignés de la nature, et voilà. Mais ça a commencé des débats philosophiques plutôt que, ou politiques même. Plutôt que... Après, l'excès de tout est toujours mauvais. Oui. Même le bonheur. Non, ça c'est pas vrai. On peut être deux doshas à la fois ou... Donc, tout le monde a des 3 doshas, sinon vous êtes you're dead. Première chose. Troisième chose, ce qui fait la différence entre toi et trois femmes, c'est relativement subtil, relativement faible par rapport à ce qui réunit. D'accord? Vous êtes plus proches que différentes. Donc, on est déjà quand même avec cette idée de constitution, on est quand même dans quelque chose de relativement subtil. Et pas trop flagrant. Like, tout le monde apprécie l'amour, le changement, l'intensité. Tout le monde a du vent, de l'espace, du feu, de l'eau, de terre. Okay? Oui, tu peux avoir 2 doshas qui sont à peu près équilibrés au niveau de leur chiffre, leur développement, et une qui est un peu plus faible. Il faut imaginons que on peut assigner un coefficient doshique à chaque cellule. Et tu peux être... Et voilà, c'est comme tu veux. Tu peux dire qu'il y a 0,1 par cellule, ou jusqu'à 10. Voilà, 10 points de Vata, 10 points de Pitta Kapha, une potentielle. Et là, tu peux imaginer que tout est possible. Tout. Tu peux avoir 7, 7, 7, 1, 7, 3, whatever, tout. Donc, il y a un infini nombre de permutations. Donc, il y a des gens purs, des gens doubles, des gens triples. Et ça, c'est très brut. Tu vois, c'est à peu près pur. Ça veut dire qu'il y a un dosha qui est significativement plus développé que 2 autres doshas qui traînent un peu derrière. OK? Et dans certaines règles, on dit qu'il faut avoir digéré quand on mange. Est-ce qu'il y a une notion de volume également qui joue Ouais, de quantité. Donc, la quantité, en fait, imagine qu'on a 3 leviers à jouer avec, 3 leviers à tirer. Premier levier, quantité. Deuxième levier, consistance, composition. Troisième levier, fréquence, nombre de repas par jour. Et chaque constitution est faite pour manger différemment au niveau de quantité, consistance et fréquence. C'est lié à son morphotype, à son type la façon dont il exploite sa nature, qui bouge, qui cherche la nourriture, etc. Donc, si j'ai corrigé, c'est-à-dire si la consistance de mon alimentation est correcte par rapport à ma nature, que la fréquence, le nombre de repas est correct, on va dire que la quantité suit une mesure anatomique, c'est-à-dire le volume d'un estomac. Un estomac vide est l'équivalent de 1 point. Un estomac rempli maximum est l'équivalent de 2 points. Un estomac qui est rempli de façon optimale laisse entre un quart et une tierce de ce volume max. Donc ça, c'est le volume max de mon estomac. Il faut que je remplis avec entre 2 tiers et 3 quarts de solide et liquide. Donc imagine que tu prends ton assiette, tu mets dans un blender, tu mixes, et là tu mesures le volume. Ce volume doit être l'équivalent de 1,5 de vos points maximum. Ça, c'est la version plus pour les gens de vie quotidienne.
Ça veut dire 3/4 pleine, 1/4 vide. Pour les yogis, attention, pour les yogis ou pour les gens qui vivent un peu plus sur l'austérité, c'est 2/3. Oui, vous pouvez éteindre le radiateur aussi, la flèche en bas. Oui, le contrôle, elle est éteinte. Oui, juste ouvre la porte. C'est bientôt, je crois, l'heure de finir. Donc, oui, si vous voulez être encore plus exigeante, ce volume-là, il faut calculer 2/3. 2/3 de ça. Yeah. Donc, si la consistance de mon alimentation est trop légère, je vais vécu un manque de satisfaction, un manque de nutrition en mangeant ce quantité à la bonne fréquence aussi. La fréquence, c'est déterminé comment? Par le temps nécessaire à digérer mon repas. Alors, il y a un peu de manœuvre. Si je mange plus léger, les nourritures qui digèrent plus rapidement, je risque d'avoir besoin de manger plus souvent ou plus en quantité. Mais si tu dépasses ce volume, tu risques d'être c'est une maladaptation. Tu t'es mis le corps en état un peu de stress et surcompensation. Mais attention, on parle de beaucoup trop peu. Mais c'est normal, je pense, que l'homme s'adapte à son environnement. Donc, si vous commencez à manger davantage de légumes, de fruits, de céréales, de légumineuses, peut-être aussi des légumineuses et moins de produits plus denses en calories et plus lourds, c'est normal que vous allez manger soit plus souvent, soit un peu plus en volume. Il faut s'adapter à ça. Et si ça ne marche pas, et vous avez fait un truc lourd vers léger, vous êtes allé lourd vers léger pour équilibrer votre corps et votre kappa, mais que ça ne marche pas en mangeant léger, c'est peut-être parce que vous avez un besoin de manger lourd. Parce que vous avez du vata, voire du pitta dans votre nature. Donc, 3 leviers, quantité, fréquence, consistance. Et le jeûne intermittent ou faire un jeûne dans la semaine par journée ou par repas, sauter. Oui. Ça a un intérêt Oui, ça a un intérêt. Les jeûnes, c'est quoi comme état de matière? C'est comme quoi? Comme élément? Un jeûne. Espace. Tout à fait. Vide. Et donc, on enlève aux terres, feu, surtout. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est intéressant. Si je veux augmenter ces éléments dans mon corps, augmenter l'espace, augmenter le mouvement, soulager mon feu, c'est un outil pour soutenir la purification et la régénération. Et ça, il a sa place. Et si on est beaucoup vata, ça ne sert pas à grand-chose. Si on est beaucoup vata, c'est contre-indiqué. Voilà. Par contre, tout le monde a besoin d'être à jeûne tous les jours. Et tous les hommes et femmes ont évolué une capacité d'être à jeûne pour une tombe. Alors, si vous êtes beaucoup vata dans le sens aggravé, excès de vata, la jeûne va produire beaucoup de soucis, beaucoup de gêne. Par contre, si vous êtes constitution natale vata dominante, vous avez un besoin de jeûner pendant cette vie. Vous êtes fait pour jeûner. Et si tu ne fais jamais la jeûne, probablement vous allez additionner des conséquences. La jeûne, c'est une opportunité, c'est une information d'un contexte qui dit à ton corps, fais telle et telle chose. Nettoyer, régénérer, réduit. Par exemple, le système immunitaire,
c'est de l'information que ton corps a accumulée. Cette information est écrite dans les cellules immunitaires, des macrophages, des cellules blancs, etc., des cellules T, etc. Votre immunité acquise. Je ne parle pas de l'immunité, première immunité de barrière. L'immunité fonctionnelle, c'est une information qui est mémorisée dans des cellules. Et l'immunité est contextuelle. Les virus, ils évoluera. Ils mutent. C'est peut-être une bonne idée de refaire votre immunité de temps en temps. Et donc, tu ne peux pas refaire votre immunité. Tu peux refaire votre immunité en additionnant, mais tu peux efficacement refaire votre immunité en vidant de mémoire immunité et refaire à nouveau. Je pense qu'il y a un sens dans tout ça. J'extrapole entre mes études en tant que membre de public. Voilà, mais je lis. Et donc, j'ai appris un peu sur la jeûne aujourd'hui, etc. Et puis, j'ai cette grille ayurvédique à comprendre. Et donc, je pense que les jeûnes saisonnières fonctionnent partiellement parce que, c'est-à-dire protègent la santé partiellement, parce que ça aide à renouveler l'immunité, entre autres. Et à enlever tout ce qui est mort. Oui, votre corps enlève tout ce qui est mort de façon naturelle, sans être à jeûne. Par contre, quand tu es à jeûne, il fait davantage. Et puis aussi, et c'est ça qui est intéressant, quand tu es à jeûne pour assez longtemps, ce qui est pénible, pas évident, surtout si on n'a pas l'habitude, ton corps, il dit, merde, il n'y a plus de bouffe qui arrive, il faut maintenir l'homéostasie, il faut de l'énergie, il faut recevoir de l'énergie quelque part. Qu'est-ce qu'on va brûler? Qu'est-ce qu'on va digérer? Nous-mêmes. Donc, tu brûles tes graisses et tes muscles, mais aussi, ton corps, il brûle, il digère tout ce qui peut brûler, tout ce qui peut être rapidement régénéré après. Donc, différentes catégories de cellules, de tissus peuvent être sacrifiées. Qu'est-ce que tu appelles un jeûne 3 jours ou plus, ça commence à être conséquentiel. Mais, donc, le jeûne intermittent, c'est une extension de ça, de vivre sainement, normal. Le jeûne intermittent, ça veut dire que tous les jours, tous les 24 heures, j'ai une fenêtre pendant laquelle je ne mange pas. 12 heures minimum. Le jeûne intermittent, c'est 12 à 14 à 16 à 18 heures à jeûne. 18 heures, c'est exigeante. C'est peut-être bien pour les kappas. Par contre, pour les vata, 18 heures à jeûne par jour, c'est aggravant. Les vata en constitution. 12 heures, c'est très bien. 12, c'est déjà bien. Et si vous pouvez expérimenter 12, donc 10, 14, vas-y et surveillez. Si tu commences à perdre trop de masse et de vitalité et de faim et d'envie et tout, ça veut dire que vous êtes peut-être en train d'aller trop vers la légèreté. Est-ce qu'il y a des alertes qui te disent j'ai faim? Parce que moi j'ai rarement faim. Alors, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai des réserves et puis un chameau? Non, c'est probablement parce que probablement lié à ton constitution, que tu as probablement un kappa qui domine dans ton constitution, donc ton corps va jamais donner une sensation de forte faim. Peut-être si tu jeûnes longtemps, ouais. Parce que ton corps peut, à jeûne, changer sa façon de procurer de l'énergie. Donc, tu commences à transformer les tissus graisseux en ketones, en cétones. Ce sont des formes de graisse digeste. Oui, tu vas aussi épuiser les réserves de glucose un peu dans les muscles.
Et puis le foie produit du glucose. Mais tu vas commencer de bouffer la graisse et tu peux être jeune et tu sens aucune faim. C'est possible. Et donc la question, c'était... C'est de savoir, parce que j'ai pas toujours été plutôt capable, j'étais plutôt pita. Et, ouais. Ouais. Donc je me dis, j'aimerais bien récupérer... Un peu de pita. Ouais, un peu. Tu vas toujours, ça revient. Yeah. Si tu estimeras que tu as une accumulation excessive de tissu graisseux, par exemple, ce ne sera pas une approche réduisante qui peut durer un moment, qui te mène en équilibre, et là, probablement, tu vas commencer de retrouver du faim que tu connus avant. Ok. Ouais. Donc je mangeais du amer et du astringent. Oui. Alors, surtout, oh, mais je ne fais pas consultation en live, mais est-ce que tu manges des produits ultra raffinés? Raffiné, ok. Maintenant, ultra raffiné, c'est fast food et nourriture industrielle. Ok. Est-ce que sinon, la catégorie, le goût qui créait le corpulence, c'est surtout sucré. Le sucré. Donc si tu enlèves tous les sucres, à part les fruits, mais radicalement, et un peu de vieux miel, et tous les autres sucres, tu enlèves. Donc un peu de vieux miel et les fruits. Et tu n'abuses pas les fruits. Et surtout, tu prends des fruits comme des baies et des fruits qui sont plus amers et astringents, des fruits qui sont indiqués pour kappa dans des listes que tu peux trouver dans mes ressources que je partage. Tu cherches le tableau diminue kappa ou équilibré pour kappa, des fruits qui diminuent kappa, les pommes, les baies, etc. Plutôt que des bananes, tu vois, par exemple. Et là, en mangeant davantage amer, astringent, piquant, par le fait que tu préfères, par préférence, consommes davantage, plus en plus, progressivement, pas tout d'un coup, plus en plus de légumes, surtout des légumes, des légumineuses en place de la viande. Mais la viande, c'est pas vraiment la grande coupable. C'est le doux à base. Tu vois, même le sucre n'est pas dedans. Là. Le sucre, je ne sais pas, il est un légume. Hein. Mais le sucre raffiné, surtout. Après le sucre point, biscuits, friandises, tout ça, on enlève-le. Et en plus, rajoute entre 2 et 4 grammes de curcuma par jour dans ton alimentation. Cuit, curcuma, le poudre jaune. Une cuillère à café rase vers une cuillère à café Bombay tous les jours pour la prochaine année. Et en plus, tu manges ton repas principal à midi et tu manges léger le soir. Donc, et à la limite, tu fais une jeûne intermittent, c'est-à-dire tu enlèves le petit-déj ou le dîner, ton choix. Le midi, c'est carte blanche, mais essayons de diminuer les nourritures douces, sucrées, surtout sucrées. Et une autre petite clé, c'est mange moins de ce qui est blanc. Parce que aussi, est-ce que tu aimes produit laitier? Fromage de chèvre. Oui, un fromage de chèvre. Un petit peu de fromage de chèvre, bon, laisse tomber. Par contre, si tu dis j'aime boire les litres de lait par jour et tout ça, parce que le lait c'est une nourriture pour faire croître les bébés mammifères. Voilà. Ouais. Donc, c'est les sucres qui sont le problème. Enlève les sucres, mange davantage légumes, légumineuses. Après, si ça t'intéresse, partir sur les nuances, cherche les aliments, les céréales qui diminuent kappa. Par exemple, le blé, on dit en Inde, la blé, ça fait du brawn. Et le riz, ça fait du brains. Donc, il y a même dans chaque catégorie, il y a des aliments qui sont plus ou moins aggravants, plus ou moins anaboliques, plus ou moins nourrissants. Et donc, si tu fais cette étude en mangeant inspiré par une liste des nourritures qui diminuent kappa, tu vas probablement perdre du poids de façon saine. C'est pas parce que tu diminues
c'est pas une alimentation restrictive, c'est pas du tout ça. Tu vas manger en adéquation de volume, de consistance et de fréquence, et tu vas aimer ton alimentation. Tu t'adaptes. Peut-être il y a un petit travail psychologique à faire pour le sucre. Parce qu'il y a des restaurants avec des clients, des choses comme ça, qui font que c'est ça le problème. je fais le jeûne le matin dans ces cas-là. Après, ouais, c'est pas tout le temps, chaque individu vit en fait dans un écosystème. Il y a sa conscience à lui, il y a la société dans laquelle il vit, son entourage. Il y a son corps à lui et il y a l'environnement dans lequel il vit. Donc il y a 4 quadrants. Je, nous, le, les. Et on ne peut pas, mettons, équilibrer un individu uniquement en traitant une chose. Mais en général, il faut voir plusieurs choses, essayer de mettre les choses dans le bon sens, mais ça se soigne. Voilà. Après, quand on arrive à la stade de l'obésité clinique, c'est hyper difficile de soigner, même avec Ayurveda. Donc à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de combiner les approches. Et les jeunes, c'est plus intéressant de les faire le soir ou le matin? Ça dit... Pour le jeûne intermittent? Ouais. C'est ça ta question? Ouais, de le faire. Enfin, c'est plus intéressant de le Cette faire. nuit, tu vas dormir, tu vas être... Le soir, en premier, essayons d'éliminer le dîner avant que tu élimines le petit-déj. Après, pour certains individus, ça marche mieux la Après, tu es en jeûne, complètement. Socialement, Parce que le déjeuner, tu as le droit de manger. Enfin là, il ne faut pas le faire ici. Non, Parce que je pense que Simon, il nous fait Bon, il vous reste une journée, moi, demain. Je Je suis loin déjà. Il y a d'autres questions? Il y en aurait beaucoup. Il y en aura plein. Avec le sommeil, il réduit L'état. aussi. Le sommeil, quand même, c'est important. C'est le second pilier. Bah oui, et en fait, si tu te couches très tard, et ça dérègle aussi les doshas. Si on couche tard régulièrement, Bah oui, ça dérègle, ça gâche la santé. Bah, Aujourd'hui, selon certaines cultures et individus, on peut dire que le premier pilier, ça doit être le sommeil. ouais. Donc sur cette idée post-digestive, post-conférence, permettrons-vous un petit temps de s'adapter à le silence, aller tranquillement, pas tout de suite, vers une tentative état de somnolence, mais dormez-vous bien et merci de votre présence et vos questions. Merci. Merci.